Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de Resident Evil. Je me présente, je suis Hunk35 et je serai votre hôte et narrateur tout au long de ce let's play de l'horreur. Ce premier épisode faisant 1h30, j'ai dû le fractionner en 3 parties pour plus de confort de visionnage. Ne vous étonnez donc pas de la fin abrupte de ce premier épisode, les choses s'amélioreront à partir de l'épisode 2. Je vous laisse donc éteindre les lumières et vous installer confortablement. Accrochez-vous et préparez-vous à pénétrer dans un monde sans pitié où règne la terreur. Salut à tous, c'est Hunk35. Alors, pour ma première vidéo, je vous propose un coup de cœur, un jeu que je connais depuis très longtemps, qui a marqué toute ma vie de gamer, avec donc ce premier épisode d'une longue série, plus ou moins appréciée après, suivant les personnes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous présenter donc le jeu Resident Evil. Alors là en fait il s'agit de la version Xbox One, donc du Resident Evil Rebirth qui était sorti sur GameCube. Ce qui est très bien, c'est que justement pour les personnes qui ne possédaient pas cette console, ça permet de redécouvrir donc une remise en forme du jeu PlayStation en fait qui a été très réussi à l'époque à sa sortie, avec des graphismes vraiment magnifiques qui faisaient vraiment cracher la console, la GameCube donc dès ses débuts. Là en fait le principe c'est que du coup ils ont ressorti cette version là avec un enrobage HD et une nouvelle maniabilité en fait au niveau des personnages. Donc ça on va bien voir parce que là je vais démarrer le jeu, je n'ai pas encore testé, je vais voir ce que ça donne. Alors celui-là, bon évidemment, je l'ai fait en long, large, en travers, il y a quelques temps de ça quand même déjà maintenant. Mais ça va me permettre moi de me faire une petite piqûre de rappel et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore de découvrir un excellent jeu d'horreur. C'est parti. Resident Evil. Alors déjà, on va mettre les commandes modernes, c'est là qu'est tout l'intérêt justement. Tester un peu ces nouveautés. Ah et voilà, alors le questionnaire, ça déjà c'était une idée que j'ai trouvé excellente dans le premier. Dans le premier refait sur GameCube, c'est qu'il nous pose en fait quelques questions, savoir un peu où on se situe. Et en fait, en fonction de ce questionnaire, ça adapte le jeu. Alors, je pense la difficulté, plus ou moins. Donc là, on a donc le old school, vous êtes un hardcore gamer, le gamer, vous aimez les défis, et le puzzle, vous jouez pour le plaisir. Alors, même si je me mettrais plutôt dans la première catégorie, comme c'est le principe de la découverte, si vraiment je veux en chier, s'ils ont refait la même chose qu'ils avaient fait sur GameCube, il existe un mode qui sera suffisamment difficile comme ça à recommencer plus tard. Ce sera le mode en fait ennemi invisible couplé au mode coffre non lié. Alors vous verrez plus tard ce que j'entends par coffre non lié. Donc au pire, si vraiment j'aime le cuir et que j'ai envie de me refaire ça plus tard, ce sera l'occasion. Donc on va se mettre en gamer, tout simplement. Alors voilà, là on va arriver sur le choix de personnage. Alors en fait le jeu nous propose donc 2 personnes, soit Chris Redfield ou Jill Valentine. Alors il n'y a pas une énorme différence en fait entre les 2 personnages, si ce n'est que les armes secondaires et certaines armes qu'on va trouver en fait dans le jeu vont être différentes d'un personnage à l'autre, ainsi que certaines phases et aussi certains passages de l'histoire. Alors après, peu importe, on va prendre Jill, comme ça on va démarrer. C'est pas forcément plus facile. Dans le premier jeu sur PlayStation, c'était plus facile. Dans le sens où en fait Jill possédait plus d'inventaire que Chris. Il me semble que c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'elle a 2 15 d'inventaire supplémentaires, ce qui fait qu'elle peut emmener beaucoup plus de matériel avec elle. Donc on va prendre Jill. Et je vous laisse donc découvrir la présentation, le début du jeu. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City.
There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. Damn it! Make for that mansion! There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. Et voilà, là maintenant donc j'ai la main. Donc ce qu'il faut savoir du coup là, c'est qu'effectivement c'est mieux fait, c'est plus propre que ne l'était le jeu sur GameCube. Après il était déjà très beau hein, pour l'époque à laquelle il était sorti. Mais là effectivement ils ont en fait amélioré donc les jeux de lumière et ils ont retiré l'espèce de le filtre, un peu le grain qu'il y avait sur l'image donc du jeu d'époque. Donc ça qu'effectivement on se retrouve là avec un jeu beaucoup plus fin, plus propre quoi. Donc déjà on va voir ce que c'est que ce nouveau système. Ah oui d'accord, effectivement ça bouge beaucoup mieux. Pour commencer,
petite présentation rapide, l'inventaire. Alors l'inventaire, on va y passer un petit peu de temps, puisque tout va passer en fait par l'inventaire. On peut en fait dans le jeu recharger dans l'action, mais c'est très dangereux, puisque ça prend en fait du temps, et que du temps, souvent les ennemis ne nous en laisseront pas beaucoup. Donc là on va avoir en fait pour l'instant 2 armes, un simple couteau qu'on peut examiner. Ça c'est déjà très bien fait dans le tout premier sur PlayStation, ils ont gardé les idées après. C'est qu'on peut entièrement tourner autour des objets qu'on a dans notre inventaire. On peut zoomer dessus, regarder un petit peu. Et on voit un très beau couteau. Voilà, donc c'est une arme bon, qui n'est pas extrêmement efficace, hein. Vous allez pouvoir le constater, j'ai utilisé quand même un petit peu histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Mais honnêtement c'est une arme qui va plus être là pour économiser un peu des balles. Alors en parlant de balles, donc pour l'instant vous constatez qu'effectivement je n'ai qu'un pistolet avec un seul chargeur, 15 balles, toute bête. Voilà, avec le logo Star sur le côté. Automatique du Star, tire des balles de 9 mm. Donc ce sera mon arme de prédilection pour le moment. Alors ensuite, là sur la table, on a vu qu'il y avait quelque chose qui brillait. Donc les objets sont en surbrillance en fait dans le jeu, ce qui nous permet de les voir ressortir un peu du décor. Alors des fois ça n'est pas le cas, ce sera caché à l'intérieur du décor, par exemple dans des tiroirs ou autres. C'est pour ça qu'il faut avoir l'envie de fouiller un peu partout pour trouver l'intégralité des objets du jeu. Donc là, je suis tombé sur ce qu'on appelle donc un ruban encreur. Vous allez me dire à quoi ça sert un ruban encreur. Je vais vous montrer tout de suite. Tac. À l'intérieur, donc on retrouve un petit ruban machine, s'utilise sur une machine à écrire et en fait ça permet de faire des sauvegardes. C'est le système de sauvegarde du jeu, parce qu'il n'y a pas de checkpoint en fait dans Resident Evil. Enfin pas dans les premiers, dans les plus récents oui, mais vous voyez c'est ce qu'on a ici, donc la machine à écrire. Une vieille machine à écrire, vous pouvez sauvegarder votre progression. Donc moi ça m'intéresse pas pour l'instant, on vient de commencer. Donc j'avoue qu'effectivement, si on appuie plus ou moins sur le stick, ça peut mettre courir ou non, c'est pas mal. On a toujours le système de visée plus ou moins automatique, ça c'est pas mal aussi. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Donc là déjà, comme vous pouvez l'entendre, hein, on a grosse ambiance sonore, une musique un peu dérangeante, un peu stridente, avec un bruit d'horloge en continu. Horloge qu'on retrouve ici d'ailleurs. Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. Alors faut savoir aussi que dans Resident Evil, il y a toujours des énigmes en fait. Alors c'est plus ou moins tordu, suivant un peu les différents opus de la saga. Là celui-ci on va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce manoir à la base, hein. Pas que les histoires de chiens bizarres et du sang par terre. Alors l'emblème, c'est un objet en fait qu'on peut ramasser maintenant. Je vais le récupérer, ce sera ça de fait. Voilà, ils vont nous expliquer comment est-ce qu'on examine maintenant des objets. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va aller voir justement qu'est-ce qu'il a de spécial cet emblème. Là, on remarque une sorte d'encoche en haut et en bas. Qui doit être utilisé à un emplacement particulier comme il était ici. On va laisser Barry pour l'instant. Comme il était ici, ça va. Barry. Monsieur a l'air de se débrouiller. On va passer à la pièce suivante.
Alors ça va arriver assez souvent. Des portes verrouillées, fermées à clé, bloquées ou autres. On en a quand même beaucoup dans le jeu. Voilà, ici on voit emblème d'une armure est gravé sur la serrure. En fait, ça veut dire qu'on va trouver des clés qui auront différentes formes, qui correspondent donc à telle ou telle porte. Toute l'astuce dans le jeu, c'est de s'y retrouver. Heureusement, on a un plan. Alors pour l'instant, mon plan... Et là, il n'y a pas grand chose. Juste les salles qu'on vient de traverser. Ça nous indique les machines à écrire et comme on voit ici les portes en fait en rouge, donc les portes qui sont bloquées. Donc là on peut déjà voir, on a une armure, une épée, donc ça fait déjà 2 portes fermées par des clés différentes. C'est assez dérangeant cette façon de bouger pour moi, j'ai pas du tout l'habitude des touches modernes. On va laisser ça pour l'instant. On va essayer de voir un peu autre chose. Ah, Barry, au secours! Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. On va retourner voir le capitaine. Et ça n'augure déjà rien de bon, croyez-moi. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Apparemment, le capitaine n'est plus là. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Bah et en fait là ça va être un peu notre ange gardien qui aura toujours un peu la solution ou l'équipement qui nous manquait. C'est très pratique. Donc le crochet de serrurier en fait il n'y a que Jill dans l'aventure qui est capable de s'en servir. Chris du coup ne peut pas. Il doit utiliser en fait d'autres moyens pour ouvrir en fait les portes dans son aventure. À savoir que là ça va quand même être bien pratique parce que ça permet d'ouvrir des petits tiroirs et autres, donc ils cachent souvent des choses assez intéressantes comme des munitions ou des rubans encore, voire même des fois des choses beaucoup plus utiles à l'aventure. Ça bien après. Thanks. Voilà. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay.
maintenant un casque. Et on risque d'avoir quand même pas mal de portes à ouvrir différentes, donc besoin de beaucoup de clés. Ça c'est pareil. Ça n'augure rien de bon. On remarque qu'il voyait un petit éclat au-dessus en fait de la statue. Souvent en fait ça représente donc les fameux objets dont je vous parlais tout à l'heure, les choses qu'on va pouvoir ramasser. Donc ici il va donc falloir trouver un moyen en fait tout simplement de pouvoir grimper, récupérer ce qu'il y a ici. Et en fait, hop, on peut passer de l'autre côté et donc pousser ce meuble. Et donc on vient de récupérer une carte manoir 1F, donc first floor. Ça va donc nous indiquer voilà la totalité en fait du premier, enfin pas du premier étage, non, pardon, du rez-de-chaussée. Donc là, on voit qu'il y a quand même déjà pas mal de pièces différentes. Ça promet donc déjà pas mal d'exploration. Hop. Alors ce qu'on va faire, je vais remettre ça à sa place, vous allez comprendre pourquoi. Les contrôles c'est vraiment dérangeant. Alors vous demandez sans doute pourquoi est-ce que je fais ça, et bien vous allez voir. Alors par contre, je vais juste changer en fait les commandes. Je vais m'en mettre en original, j'aime autant, je suis un vieux de la vieille. Hein. Mais ouais, les commandes modernes en fait me conviennent pas vraiment. Voilà. Ah voilà, là je m'y retrouve beaucoup mieux déjà. Pour vous ça change pas grand chose hein, bien sûr visuellement, mais pour moi en fait c'est que j'ai besoin en fait d'appuyer vers l'avant pour aller vers l'avant, arrière vers arrière. Vous voyez, et sur les côtés du coup là je me déplace pas, hop, je fais que tourner sur moi-même. Alors c'était la maniabilité des premiers Resident Evil, on avait l'impression un petit peu d'avoir un personnage très lourd à déplacer, très pénible, mais c'était entièrement voulu en fait, pour la simple et bonne raison que les concepteurs du jeu voulaient des personnages lents à déplacer, pour que justement il y ait toujours cet effet un petit peu de stress, oh mon dieu je suis moins rapide que l'adversaire, je vais me faire rattraper, etc. Donc c'était entièrement voulu. Donc moi j'aime autant cette vieille maniabilité. Alors là un nouvel objet qui brille, on va récupérer donc un poignard. Et à quoi ça sert un poignard? Et ben en fait c'est ce qu'ils appellent eux fuite d'urgence, c'est en gros une arme secondaire qui va nous permettre de nous libérer. Imaginons qu'on se fait attraper par un zombie, plutôt que de se faire mordre tout de suite, le personnage va automatiquement prendre l'arme secondaire et l'utiliser. Ce qui fait que le zombie, bah, si c'est un poignard, bah, va tomber en arrière. Par contre, ça ne le tue pas. Ça permet seulement de s'échapper en fait. Pas de tuer l'adversaire d'un seul coup. Et comme il le dit, voilà, attention, vous ne pouvez pas vous échapper si l'ennemi vous attrape par derrière. Donc ça pareil, il faut être quand même très prudent et faire attention à ces angles morts. Après il nous parle de l'arsenal tactique, etc. Bon, ça après. Tactique sur notre manuel, configuration, appuyer sur LB pour l'utiliser. Ah, d'accord, ça doit être nouveau aussi je suppose. Et on voit que maintenant je le porte effectivement à la ceinture. Et il apparaît, voilà, dans l'arsenal tactique ici.
et on peut choisir. Alors on voit qu'en fait on a soit un poignard, ça, autrement 0. Alors qu'est-ce que c'est? Pour l'instant on n'en a pas encore récupéré, mais c'est un taser. Donc le taser, l'avantage c'est que ça va griller le zombie sur place. Hop là, esquive. Voilà pourquoi je voulais remettre ça en place. Parce que du coup, les zombies ne sont pas suffisamment agiles pour pouvoir monter sur les objets en fait. Donc là, il va rester comme un couillon en fait, coincé derrière. Donc deux choses. Ça me permet moi de me promener tranquillement. Et deuxièmement, de pas gâcher de balles. Par contre, on voit qu'on a de nouveau une porte fermée. Donc on va laisser notre copain ici, hein. De toute façon il sera toujours là quand on repassera. Faut savoir que justement, dans les anciens Resident Evil, les esquives comme ça étaient très utiles pour conserver justement suffisamment de balles pour s'occuper d'adversaires plus dangereux en fait immédiats, si on veut. Nous revoilà, hop là, dans la salle à manger. Alors apparemment, le zombie de tout à l'heure n'est peut-être plus là. Non, il est parti. Une cassette qui appartenait à Kenneth. Il faut un magnétoscope pour la visionner. Pour l'instant, je ne dispose pas du tout de ce genre de choses. Ah, ça veut dire qu'il est toujours dans le coin. Ce qui est très bien dans ce jeu, en fait, c'était les angles de caméra. Il y avait un très gros travail de fait sur tous les angles pour toujours tirer un maximum de tension de toutes les scènes. Vous voyez un petit peu là ce côté tordu qui nous fait rentrer dans une nouvelle pièce qui a l'air complètement folle. Ah, ici on va trouver donc des munitions, enfin des balles. Et ici, il y a un cadavre au sol, il semble être mort sur le coup. Qu'est-ce qui se passe dans ce manoir? Et ouais, ça justement, c'est la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des chiens bizarres? Pourquoi il y a des zombies qui se baladent dans le manoir? Autant de questions qui pour l'instant vont rester sans réponse. Alors ce que je ramasse là, c'est ce qu'on appelle donc des herbes vertes. Vous allez me dire à quoi ça sert? C'est histoire de se les fumer? Bah non, pas du tout, ou presque. Quand on va regarder, une herbe qui pousse naturellement dans cette région. Alors en fait, à quoi ça sert les herbes vertes? Bah, ça sert tout simplement à se soigner. Ça nous permet de guérir de nos blessures en fait. Après il y a tout un système avec les herbes vertes, les herbes rouges, les herbes bleues. Toutes ces herbes là peuvent en fait être mélangées les unes avec les autres pour accentuer en fait les effets curatifs. Deux herbes vertes par exemple permettent de se soigner plus ou moins efficacement, alors qu'une herbe rouge et une herbe verte est beaucoup plus efficace. Oui, hein, pour l'instant les herbes c'est pas ce qui manque. Hein. Tant mieux, on va en avoir besoin. Enfin j'espère pas trop. J'espère quand même pas me faire toucher trop souvent. Une inscription sur le bouclier. La mort est la véritable essence de la plénitude. Vous allez voir, il y a plein de citations comme ça dans le jeu, hein, c'est très sympathique. Plutôt tordu mais sympathique. Ah, on voit qu'il y a un nouvel objet ici. Celui qui s'empare de l'emblème trouvera la paix dans la mort. Et donc,
on trouve ici une clé du manoir. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Premier piège. J'ai voulu m'emparer d'un objet qui ne m'appartenait pas. Je vais donc tout simplement le reposer. Et le piège se désactive. Alors, vous voyez déjà, premier problème. Apparemment, c'est une clé dont j'ai besoin, mais je peux pas la récupérer sous peine de mourir. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver quelque chose à mettre à la place de cette clé si je veux vraiment la récupérer. Donc vous voyez, ça va beaucoup être des sortes d'échanges comme ça entre objets qu'il va y avoir dans le jeu. La mort est la réponse. Ou pas, j'ai pas forcément envie de crever maintenant. L'emblème d'un casque. Pour l'instant, ça fait beaucoup de portes qui sont fermées par des clés. 3 clés différentes au moins. Bon, pour le moment, on va continuer.